Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Bonjour Jacques. Bonjour tout le monde. Voilà, merci de me recevoir malgré les conditions. Qui s'imposent à tous, sauf à ceux qui les suscitent. Exactement. Donc merci à toi Jacques. C'est vrai que ça fait un petit moment que Non, on a ça fait un grand moment. un grand moment. Oui, mais voilà. Ça va. Du temps, Ouais. c'est petit. Voilà. On n'a pas eu de tes nouvelles. Non. Voilà, tu t'es fait très très discret. Non, c'est que je travaille beaucoup. Je me lève rarement après 6 heures et je me couche rarement avant 1 heure. Oui, donc effectivement. Donc c'est vraiment, voilà, Il y a- c'est lourd. Et comme je ne prends jamais de jour de congé, quoi qu'il se passe, il y a du travail. Donc je te remercie d'autant plus de Non, m'accorder. Aujourd'hui, congé, on se parle. Voilà. Alors, si j'ai bien compris, puisque tu m'as fait un petit mot à ce sujet, les personnes qui t'ont sollicité justement dans ce sens-là demandent mon point de vue, je crois, sur la situation actuelle qu'on appelle actualité. Exactement. Le problème, c'est que je ne suis pas directeur de conscience, que je ne suis pas leader d'opinion, et donc je vais répondre dans le cadre de ce que je m'attribue devoir faire, à savoir rester dans le cadre culturel, chacun ayant la charge de se documenter et de se faire une opinion sur ses propres critères. Voilà, dans ce cadre-là, tout sera bien. Très bien. Voilà. Alors, Sinon, je sors le lance-flamme, tout le monde sait ce que ça veut dire. oui, je pense. Je pense. Voilà. Mais écoute, moi je vais commencer par une première question justement sur l'actualité d'aujourd'hui. Que penses-tu et que conseillerais-tu en fait aux gens avec toutes les restrictions qui nous sont imposées en fait depuis maintenant presque 1 an? Comment justement on peut aujourd'hui les vivre les plus sereinement possible en fait? D'abord, je dois répéter que c'est mon opinion, que ça n'engage que moi et que je ne suis pas là pour diriger. En revanche, ce que je souhaiterais dire, c'est que dans toute existence, le centre de l'existence, c'est la vie elle-même et c'est la santé après. Donc tout ce qui peut contribuer à la santé doit être visé, etc., mis en œuvre. La conséquence, c'est que du point de vue de la relation entre l'autorité qui nous oblige à faire des choses totalement délirantes, inconséquentes et inefficaces, il y a lieu de trier, et pour cela se renseigner. Et se renseigner à parts égales, c'est-à-dire je ne suis pas là pour dire attention, complotisme ou au contraire tentative douteuse, etc. Je ne me porte pas en juge, mais ma position, c'est comme en politique. Je suis à l'extrême centre parce que c'est le lieu le plus éloigné en même temps que de la droite et de la gauche. Donc, de ce point de vue, pour faire bref, préoccupez-vous d'abord, si vous voulez bien, de votre santé, mais documentez-vous. Je rappelle, enfin c'est mon point de vue, que nous n'avons pas affaire à un vaccin maintenant, mais à une sauce biologique qui n'a pas du tout de profil, puisqu'on a plusieurs vaccins. À ma connaissance, il y a 7 vaccins en cours pour l'instant, mais certains sont choisis pour des raisons purement financières et politiques. Donc chacun se doit de se documenter sur le vaccin qu'il pourrait avoir à subir. Parce qu'évidemment, on ne parle pas d'obligation, mais tout est fait pour. C'est-à-dire c'est un entonnoir. Tant que vous restez en dehors de l'entonnoir, tout va bien, mais dès que vous êtes dedans, tôt ou tard, vous y aurez droit. Voilà. J'espère avoir répondu de manière aussi complète que nécessaire. Oui. J'ai une deuxième question. Au sujet des vaccins, puisque tu en as parlé, il y en a un, notamment celui d'AstraZeneca. Donc, AstraZeneca, tueur des étoiles. Oui, si on traduit en roumain ou en latin, on n'est pas loin de cette... Je rappelle quand même qu'il vaudrait mieux traduire par tueur des astres, parce que la relation entre être et astre est très étroite du point de vue étymologique, et cet oubli peut être préjudiciable pour la compréhension de ce qui se passe. Ça veut dire qu'on est quand même dans un contexte kabbalistique. Je n'écris pas le mot, parce qu'on doit comprendre par soi-même. Il y a la kabbale hébraïque, il y a la kabbale juive, et celle qui les a engendrées malgré elle, c'est la kabbale hermétique, qui elle est de beaucoup plus souple, plus profonde, plus étendue, et surtout plus utile. Donc dans ce cadre-là, mais d'autres, on pourrait faire l'anagramme créer Satan avec. Hein, c'est pas mal aussi pour AstraZeneca. À une lettre près, on est dedans. Il faut m'excuser parce que je fais ça de tête. Hein, donc pendant que je parle, j'essaye de faire l'anagramme. Ça n'est pas une chose facile pour une cervelle de moindre capacité. Bon,
Alors, on passe à la suite. Quelle était la question? Parce qu'il n'y en a pas pour Oui, l'instant. pour l'instant, il n'y en a pas, Voilà. effectivement. Ce que je voulais savoir, en fait, c'est, penses-tu qu'ils aient utilisé ce nom-là, d'accord? Mhm. Quand on en fait la traduction, voilà ce qu'il en est. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui a été fait intentionnellement ou c'est vraiment un pur... Ça n'a aucune espèce d'importance parce que ce que l'on sait, c'est que les habitudes de ceux dont tu parles, sans les nommer, c'est d'utiliser toutes sortes de moyens de transfert d'informations, si possible, qui n'atteignent pas leur cible. Moi, lorsqu'il y a eu l'élection truquée d'Emmanuel Macron, j'ai fait remarquer, ne serait-ce que Macron, ça se traduit par monarque. Et on sait qu'il y a l'espèce de légende du grand monarque, etc., qui est récupérée. C'est une chose ordinaire, mais ça n'a pas de sens. Le sens véritable, c'est la santé d'abord. Elle permet de juger moins mal, c'est-à-dire mieux en général, et d'être toujours disponible en cas de besoin. Ce que je pense, c'est qu'on tâche de nous obliger à courber les chines. Mais les Français, de souche, ce sont des coqs. C'est-à-dire, ils chantent un bon moment, les pieds dans la gadoue, comme on dit, parce qu'ils voient la lumière, que ça leur fait plaisir, etc. Donc ils ont besoin de ça. Et cette analyse n'est pas faite. Et je sais que ceux dont tu parles perdront. À cause de choses de linéaments extrêmement discrets, etc. Et c'est déjà en cours de route. Et je pense que la manière de faire, telle qu'on peut la voir, c'est la marque même de la panique à bord, de l'incapacité de gérer telles que les choses étaient pensées. Et quand je vois les zozos épouvantables que ce sont, culturellement, je sais qu'ils ne tiendront pas la route suffisamment. Je pense qu'il faut parler non pas de manipulation seulement, mais de guerre. C'est-à-dire on a une ambition de tuer, tout simplement. On commence par les vieillards parce qu'ils ne sont pas en état de se défendre, ils sont dépendants et que ça va faire une économie de gestion, si on peut dire, très considérable. D'abord, on va baisser le nombre de lits dans les hôpitaux et ils seront saturés parce qu'il n'y a pas assez de lits quand il y a des attaques de cette nature, parce que ce sont des attaques. Je dis bien que nous sommes en guerre. C'est-à-dire, pour moi, il est très clair que chaque variant, je n'ai pas dit variant, j'ai dit variant, c'est une attaque supplémentaire, on la loge dans un endroit particulier, à un moment particulier, pour faire accroire que le danger est de plus en plus... Donc ça, pour moi, c'est n'importe quoi. Ce sont des mises en œuvre militarisées, mais par des gens qui n'ont absolument pas conscience de ce qu'est l'art militaire. Donc ça ne me fait pas de souci. Et je pense que quelqu'un qui n'a pas peur est déjà à moitié sorti du danger. Parce qu'il y a danger, hein, il y a une tentative d'empoisonnement. Donc je disais, on va économiser en assassinant les vieillards, les pensions, les retraites. On va faire de la place pour le travail, si toutefois il est prévu de travailler. Je me rappelle avoir lu 1984, aux alentours de 1984, justement, pour coller à la... Et il était dit que à une époque, on n'aura aucun d'autre droit que de travailler. Pas de promenade, pas de liberté, pas de danse, pas de musique, seulement travailler. Et je pense que c'est ça l'objectif. Ça fait longtemps, je pense d'ailleurs que George Orwell, c'est-à-dire Eric Blair de son vrai nom, savait ce qu'il se passait dans les coulisses puisqu'il a appartenu à du renseignement. Sans faire de détails, c'est toujours cela qui est fait, c'est qu'on, dans le renseignement, on sait les choses avant et de manière plus précise et factuelle, c'est tout. Voilà. Autre question, votre honneur? Mais bien sûr, bien sûr. Du coup, par rapport, toi, à ton travail, etc., la situation fait qu'aujourd'hui, tu es un petit peu coincé en France, en fait. Ça ne me dérange pas parce que le travail essentiel me tient en plus de 120 classeurs de 400 pages chacun. Donc, il y a de la matière. Néanmoins, je serais plus tranquille si j'avais la possibilité de circuler pour filmer. Et surtout pour rencontrer les personnes, parce que au fur et à mesure que le temps passe et que les risques s'élèvent, on perd des scientifiques de bonne aloi. Et je pense que certains, tout comme les complotistes qu'on redoute, sont assassinés. Ça, j'ai enquêté là-dessus, je sais à peu près de quoi je parle. Si on m'obligeait à me défendre en faisant des dossiers, ce serait vraiment un champ de bataille catastrophique. Donc parce que je passe à peu près 14 heures par jour en moyenne à travailler.
Conséquemment, comme je me dévoue, si je puis dire, dans chacun des domaines qui me plaisent, savoir que ce soit les maths, la physique, la chimie, la géographie, la minéralogie, toutes ces choses-là, voire même l'astronomie et l'astrologie, je n'ai pas de souci, je vais très vite et tout seul, je me comprends. Donc je n'ai pas vraiment... Et tout ce que je mets dans les films ou dans les interviews, je le sais depuis très longtemps. La chose, c'est que c'est pour moi très compliqué, puisque je suis entouré de comploteurs. Voilà, qui me traite de complotiste, alors que moi je ne suis que réfractaire à cette idée qu'on doit tout régenter selon des idées imbéciles, etc. Je pense qu'on a assez de maturité et d'entre-gens, c'est-à-dire de capacité de convaincre désormais pour prendre collectivement la bonne direction à chaque fois. Et la bonne direction, malheureusement, elle est contraire aux individus qui mettent la pression en ce moment même par tout moyen, que ce soit les cartels bancaires, pharmaco, etc., dépendants, puisqu'ils se calment eux aussi, et beaucoup, etc. Pour moi, ça ne suffira pas. Le nombre est du côté des complotistes, c'est-à-dire des réfractaires. Et ceux-là, je les invite à bien penser à une qualité fondamentale de la vie physique, l'inertie. C'est-à-dire, on n'a pas à suivre si on ne veut pas, ou si on peut se... Voilà. Donc, je ne suis pas en train de faire, autre chose que conseiller le meilleur moyen de rester en vie. Et ça, c'est bon. On ne peut pas m'attaquer en disant « vous êtes en train de vous moquer du gouvernement, des lois, etc. » Non, moi je dis, ce qui vaut avant tout, c'est une vie saine. La vie saine, elle n'a pas besoin de médicaments en réalité. Elle n'a pas besoin même de remèdes. Je précise que le médicament, c'est une chose qu'on donne à tout le monde de manière globale, alors que le remède, c'est pour chaque personne. La différence est là. Et donc, je vous dis, surtout faites attention. Les médicaments, laissez-les de côté, voyez du côté des remèdes. Ça veut dire que hier, j'ai fait une diatribe contre l'ordre des médecins, parce que l'ordre des médecins fait plus de mal qu'il ne fait de bien de nos jours. Donc, je ne dis pas, attention, la médecine, c'est mauvais. Je dis, votre santé est supérieure à la médecine. C'est par défaut de santé morale, surtout qu'on est obligé d'aller voir le médecin. C'est-à-dire quand on est contraint par un travail trop pesant, avec des conditions morales et psychologiques insupportables, avec un temps qui n'est pas compatible avec la vie de famille qu'on doit protéger en premier, etc. Il me semble que c'est d'ailleurs le bon sens de base. Donc je n'apporte rien de nouveau, simplement j'essaie de clarifier. Autre question. Alors, tu parles de remèdes, etc. Parce que la santé, tu m'y intéresses un petit peu. Comme tout le monde, j'espère. Surtout en ce moment. Oui, je pense. Oui. Alors du coup, comment fait-on Moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est, oui, effectivement, les médicaments, on les met de côté, etc. On se dirige vers les remèdes. Mais où est-ce que je vais chercher mon remède ? C'est en effet une bonne question, car c'est de plus en plus difficile, parce qu'il y a abus de légalisation de tout. Et tout est fait pour mettre dans les mains de la pharmacodépendance, comme si on était tous des drogués, assujettis à l'obligation de prendre ceci ou cela. Donc il faut rechercher d'abord et avant tout dans les vieux bouquins, parce que c'est là qu'il y a les plus belles idées, et celles qui sont capables, quand on est en situation de manque, de remplacer ce qui nous fait défaut, à savoir comment fait-on pour pallier telle ou telle situation de déséquilibre moral d'abord, parce que c'est actuellement ce qui fait le plus de victimes. On ne sait pas, mais les suicides, notamment chez les jeunes ou les paysans, c'est-à-dire les agriculteurs, les éleveurs, il y a plus de morts comme ça que par le Covid. Donc la chose est claire. Le reste, c'est qu'on mente sur les chiffres, c'est habituel, c'est le monde même de la politique. Faire croire que ce qui est dit est réel, alors que cela ne l'est pas la plupart du temps. Le réalisme, c'est vraiment la qualité qu'il devrait dominer actuellement. C'est-à-dire, la civilisation humaine, bizarrement, elle a duré à peu près 9000 ans. Et je parle des premiers éléments sociologisés, si je puis dire les choses ainsi. Le pain a été assez rapidement la nourriture universelle de bonne aloi. C'est très peu de choses à savoir faire, c'est du feu, etc. À récolter quand même des céréales, ce qui n'est pas... Voilà. Mais ce que j'aperçois, c'est que dans les années 50, c'est le gluten qui arrive, parce qu'on blute justement la farine. Et là, il y a une carence qui va s'installer et une déformation du système immunologique. Parce que tous les éléments que les hommes ont été habitués à manger, quand on les en prive, il y a une carence qui s'installe, et il est difficile quelquefois de la cerner, la carence.
Pour parler par exemple de Patrice Pouillard, qui était le réalisateur du film précédent, La Révélation des Pyramides, il souffrait de maux de tête, il avait des ophtalmies générales, tenaces, etc., etc. Il avait parfois des irritations intestinales et toutes ces choses-là. Au terme, s'il allait en médecine actuellement, on lui dirait « allez voir un ophtalmo, allez voir un, j'allais dire un ventrologue, parce que c'est grosso modo ce qu'on devrait dire, etc. » Et en réalité, il n'aurait aucun d'entre eux soulevé la vraie origine et la nature et la cause donc de ce dont il souffrait, qui est simplement une allergie au gluten. Voilà. Et quand il a réalisé cela, ben, il a changé de... Voilà. Mais maintenant, il ne mange que bio, mais il est toujours de travers. Hein. Pourquoi ? Parce que c'est se connaître qu'il importe de... Voilà. Et ça a été dit depuis 5 siècles avant notre ère, et même avant, très probablement. C'est-à-dire se connaître, c'est savoir à quoi on est bon à vivre. C'est-à-dire il faut trouver sa place dans la société, mais par un métier plutôt que par un job. Ne pas, prendre des vessies pour des lanternes, c'est-à-dire la célébrité pour un but, c'est stupide. L'argent comme but, c'est pas mal, c'est moins pire, mais c'est stupide aussi. On voit maintenant d'ailleurs, les gens qui avaient une assise solide en matière financière par leur métier, dès lors que, soi-disant, le Covid a tout arrêté, eh bien, c'est la catastrophe. Et ils n'y sont pas préparés. Et conséquemment, le résultat, c'est psychologique, moral, et le résultat aussi. Parce que ce que l'on mange par la tête, par l'intellect, c'est pareil que ce qu'on mange par la bouche. C'est-à-dire que si on mange des pourritures, on va avoir de la pourriture dans le corps. Et comme on devient ce que l'on mange, selon le mot d'Hippocrate, le résultat, c'est cacaboudin. Voilà. Très bien. Je vais changer un peu de, oui. un petit peu de domaine. Tu es libre. Et ça fait du bien. Ah, n'est-ce pas ? La liberté, c'est la fondation même de l'homme. Adam, ça veut dire rouge en hébreu, mais également indomptable. C'est-à-dire la personne à laquelle on ne peut pas mettre de limite. C'est justement là que se situe le problème. Parce que des gens parlent de progrès, mais un progrès sans limite, ça n'existe pas. La limite, c'est ce que peut supporter une société. Si en plus elle est contrainte par des individus stupides, incultes, qui dorment debout et qui rêvent, ça risque d'être une catastrophe. Je connais assez bien la vie du peuple français pour avoir vécu dans de nombreux milieux. Je suis de souche paysanne et je sais ce que c'est le bon sens attaché à la terre. C'est elle qui nous nourrit. Si nous, on pêche dans ce domaine-là, tout le reste... Il ne faut pas croire que l'industrie va remplacer l'agriculture et l'élevage. En aucun cas. C'est l'industrie, c'est une activité de transformation. S'il n'y a pas les matières premières, c'est terminé. Et je dois vous dire, à tous ceux qui regardent et écoutent, qu'actuellement, il y a plus de pollution en France que d'agriculteurs. C'est-à-dire quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, c'est ça. On sait très bien, l'histoire est là pour nous l'apprendre, c'est dans ce sens que j'interviens, sociologiquement, historiquement, moralement peut-être, mais je ne fais pas de leçon de morale. J'explique comment les anciens montraient, dès 31 siècles avant notre ère, Imhotep, qui était le vizir, comme on dit, de Snefru, le plus grand constructeur de l'humanité jusqu'à présent, 4 fois plus de construction de son fils Khéops, eh bien, Imhotep, il disait, pas de vie morale, pas de vie sociale. C'est-à-dire c'est réglé, que ce soit pour un individu, une société, c'est pareil. Donc quand on retire la morale, qu'on mélange les sexes, qu'on sexualise tout à partir de là, on est en train de faire une catastrophe. C'est une catastrophe voulue, mais c'est une catastrophe qui est réparable en 3 semaines de réinstruction. Néanmoins, si on est obligé de réparer ce qu'on détruit au fur et à mesure, ça n'a pas de sens. Hein. Voilà. On m'a posé d'ailleurs la question assez récemment ce que je pense d'Éric Zemmour. Et ma réponse a été, c'est le contrepoids de Cyril Hanouna. C'est tout bête. J'ai pas d'opinion particulière pour l'un ou l'autre. Ce que je sais, c'est qu'il me semble que Zemmour va dans le sens de ce que je pense être de la bonne chose, c'est-à-dire de l'instruction, on est clair, voilà. Mais sur lui-même, je ne le connais pas, donc je n'ai pas à répondre à ça. Voilà, cette précision est utile. Allez, continuons. Parce qu'en réalité, on est dans une société médiatisée à outrance et personne ne sait de quoi on parle en réalité. On arrive à la télé entre hier et la veille, c'est-à-dire la même chose. Hein. On ne sait même pas ce qui est dit. Si c'est vrai, si c'est faux, si c'est utile, non. Ça, on ne sait pas. On nous distrait, c'est normal. Je ne sais plus qui avait dit à la télévision, oui, on est là pour libérer du temps de cerveau pour la publicité.
Ça veut tout dire, hein, tout y est, tout y est. Ça veut tout dire. Voilà. Et je crois qu'il terminait en disant pour la publicité, par exemple pour Coca. Moi, par exemple, lorsque j'ouvre mon ordinateur chaque matin assez tôt, le premier mot que je vois, c'est coronavirus. Hein, c'est anormal. Ça devrait être santé, ça devrait être cohésion sociale, nationale éventuellement, etc. Allez, on passe à la suite parce que je pense qu'un temps est limité. On passe à la suivante, effectivement. J'aimerais parler un peu de ton actualité, Jacques, puisqu'effectivement, donc, le deuxième film, c'est qu'il va... Ouais, il est déjà, comment dire, terminé depuis longtemps. C'est ça. Oui, mais j'en profite, savoir que comme on a eu du temps grâce au Covid, hein, parce que le Covid, ça n'est pas que du vilain, Ouais, si on sait utiliser son temps, au contraire, on est très content. Eh bien, ça m'a permis, grâce à l'équipe de la Nouvelle Atlantide, l'association culturelle dont j'ai la présidence, de modifier les paramètres techniques de manière exponentielle, c'est-à-dire ce qui nous avait pris pratiquement 2 ans de travail. L'année supplémentaire qu'a offert le Covid, on a changé les paramètres technologiques. On a transposé ce qu'on avait déjà fait d'un logiciel de montage de films à un autre, beaucoup plus performant, beaucoup plus intuitif, beaucoup plus fin, et qui nous a permis d'optimiser. Donc on reste dans l'air du temps. En plus, on a précisé en quelque sorte tout ce qu'il fallait faire en 3D, parce que la 3D prend une part considérable, parce que dans cet opus, il n'est pas question de faire du tourisme, d'aller voir les cailloux, de parler à machin ou à un truc. Là, c'est de la démonstration, des preuves, etc. Et quelquefois, 3 fois, des preuves obtenues de manière différente. Et c'est du concret. Ça n'est pas de l'hypothèse, etc. Non, on est vraiment dans la démonstration. Parce que, comme je l'ai dit dans le précédent, on est confronté à une date que je n'ai pas fournie parce que je ne veux pas... Quand on est en panique, c'est ce qui se passe maintenant, on ne pense plus. Hein, le Covid, panique à bord, personne ne pense correctement. Les politiciens, on voit le cacaboudin en permanence, mais il suffit de regarder Jean Castex ou Emmanuel Macron pour savoir que c'est vraiment à l'emporte-pièce. C'est-à-dire, il y en a un qui regarde la voile et l'autre le gouvernail. Mais les écueils, non. Les écueils sociaux, ils sont là pour... c'est le peuple, on s'en fout. Hein. Donc, je pense qu'à ce point de vue, il faut aller regarder les vraies biographies de Jean Castex, et puis de ce qui nous... J'en profite pour dire, hein, parce que je suis toujours très au courant de ce qui se passe, qu'aujourd'hui, jeudi 11 mars, Christophe Castaner, ex-ministre de l'Intérieur, a été sollicité par la justice pour répondre à des questions sur sa gestion des votes dans la police. Il a quelques syndicats opposés à lui qui l'accusent et qui ont fomenté donc ce passage en justice parce qu'il aurait acheté des votes. Il aurait oublié des votes, etc., etc. Donc, je rappelle que la charge, notamment d'un ministre de la Justice, c'est de faire que la loi soit la même pour tout le monde. Mais le ministre de l'Intérieur, c'est lui qui est le garant de la validité des votes. Donc, de la corruption dans ce domaine, c'est ça qui doit faire le motif de cette situation. Voilà. Christophe Castaner, là je n'ai pas parlé des morts, je n'ai pas parlé des mains arrachées, des yeux, des personnes énuclées parce qu'elles voulaient faire valoir leurs droits constitutionnels, ont été bafouées, ont été humiliées, etc. Et ça, je sais que le tempérament français, quand ça passe au-dessus de la mesure, il se déchaîne et ne fait pas de cadeaux. Hein. Je pense que quand on est dans cette situation, on a intérêt à faire attention à ses arrières parce que ça ne va pas durer. Voilà. Dès que le beau temps revient, généralement... Bon, continuons là. On continue. Donc je vais rechanger de sujet. Il y a quelque temps, j'ai découvert quelques petits ouvrages parlant de l'Atlantide. Et je t'avouerai que je suis dans un flou total. Oui. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous en parler vraiment dans un résumé très très condensé, hein. Alors c'est simple, c'est le prochain film, il y a quelques minutes consacrées à l'Atlantide par lesquelles je fais rentrer l'Atlantide dans la science. C'est une obligation de service de considérer les choses comme étant
susceptibles d'être observées par les scientifiques en général. Et on va voir que la démonstration est imparable. Elle est fondée sur à la fois la géographie, les mathématiques en général, et l'astronomie. Et pour tout dire, une date du passé se trouve en conjonction avec la situation d'étoiles de première grandeur pour l'optique humaine, c'est-à-dire que tout le monde peut voir ces étoiles, à telle époque dans le passé, au zénith des sites de l'équateur penché et d'autres sites. Donc là, il va falloir se poser la question, qui est-ce qui a pu concevoir ça sans une science avancée? Bon, on va me dire, bon, les étoiles, si on les voit à l'œil nu, mais ça se calcule, ça. Qui sait qu'elles sont au zénith à tel moment, à tel endroit et à tel autre, etc. Ça va poser un gros problème. Donc j'invite tous mes détracteurs à se préparer, ils vont en prendre plein la figure tout le temps. Ça va être quasiment 1h50 où je vais leur taper dessus, c'est pas parce que j'aime ça. Je ne tape pas sur des scientifiques, mais sur des dogmatiques de la science. C'est très différent. Donc eux, ils amalgament les trolls pour me taper dessus, mais ils ne savent pas qui ils ont affaire. Voilà. Donc très brièvement, cette chose... Mais je ne défendrai pas la chose, je dirais, c'est quand même assez curieux. C'est un fait, maintenant, c'est à vous de l'interpréter. Moi, mon travail principal, même auprès de Pouillard, c'était d'amener des faits et de montrer que si on assemble ces faits, l'histoire telle qu'on nous la raconte devient totalement incohérente. Parce que si on n'intègre pas ces faits, il y a quelque chose, il y a un lapsus, un hiatus, quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc je ne dis pas que l'histoire est faussée, je dis qu'elle est fausse. La nuance, voilà. Alors ça devrait aller pour l'Atlantide. J'aurais dit volontiers, mais ce que je vais dire maintenant, que je n'ai même pas dit à mon équipe, c'est que les 108 thématiques de ce film vont être prises séparément avec 1, 2, voire 3 vidéos par la suite. C'est-à-dire, j'irai dans la profondeur et l'étendue, évidemment, dans le sens des choses, c'est-à-dire pourquoi, grâce à ce que l'on montre, on peut penser ceci et l'intégrer ou non, d'ailleurs, à ce qui est obligatoirement à apprendre. Voilà, de nos jours, toi tu as une fille qui a 11 ans, je crois. Comme elle a vu le film La Révélation des Pyramides 3 ou 4 fois, et qu'elle est arrivée en classe et qu'elle a entendu des choses qui n'avaient pas grand-chose à voir avec ce qui l'intéressait, elle a été quasiment réprimandée. Oui. Parce qu'il faut suivre le programme, lui a-t-on dit, donc il faut qu'elle se plie. Mais comme ça, on fait des gens qui sont aptes à se plier, mais pas des gens capables de penser par eux-mêmes. Donc c'est un travers parce que le progrès dont il est question ne tient qu'à cela, la capacité de s'éloigner de ce qui est déjà connu. Comme disait, je crois que c'est Piaget, peut-être, je ne sais plus qui disait ça, c'était un explorateur de la psyché humaine, il a dit « L'intelligence, c'est pas ce que l'on sait, mais ce que l'on fait quand on ne sait pas ». On est dans cette situation. On va avoir des gens castrés de l'intelligence. C'est-à-dire des gens, s'ils ne retrouvent pas ce qu'on leur a obligé à apprendre dans les classes, ils ne le retrouvent pas dans le reste, ils vont se dire « on est en train de nous tromper ». C'est ce qui se passe. Moi, on me traite de comploteur, là, que je suis parfaitement clair dans ma tête. Je n'apporte que des choses que j'ai vérifiées par moi-même. Et quelquefois, longtemps. Comme j'ai, à une époque, le chimiste Michel Legel-Chevreul avait 102 ans. Et il disait « Je crois bien que je peux vous dire que je suis le plus ancien étudiant de France. » Comme ça. Et c'était vrai. Parce que c'est surtout à la longueur des études qu'on fait des progrès, et non pas à l'intensité de ce qu'on met, l'argent et tout ça. C'est vraiment ça qui permet de savoir. Actuellement, peut-être tout le monde ne sait pas, la manière dont on fait de la médecine et de la pharmacologie, c'est un délire. Parce qu'on confond la vitalité des produits et la capacité des corps humains dans l'adaptation à se débrouiller. Or ça, Antoine Béchamp, il dit tout est dans le terrain. Et l'autre, il dit tout est dans le microbe. En réalité, quand on cherche, aujourd'hui, je serais bien content si on m'accusait d'attaquer la médecine. On me mettrait en procès, je répondrais, d'accord, vous me montrez un virus par moyen optique, quel qu'il soit, et on en reparle. Les masques, c'est pareil. Vous savez combien, si on met à la proportion d'un virus, le masque le plus performant en médecine et en chirurgie, c'est comme si on était soi-même au milieu de 30 mètres de terrain. Voilà, un virus, il passe là-dedans.
quoi qu'on fasse. Et c'est débile, parce qu'un masque en papier, ça n'a de validité que 2 heures en réalité, à peine. Le reste, c'est accumulation de bactéries, et de bactéries quelquefois fongiformes, qui sont extrêmement tenaces dans les poumons, qui obligent à avoir donc des produits qui sont dégradants pour la biologie humaine. Donc on est dans le délire. On ne fait pas de médecine actuellement, on fait plutôt de la pharmacie par le biais de médecins. Et j'ai beaucoup d'amis médecins, puisque j'ai pratiqué moi aussi pendant longtemps l'étude. Ils sont saturés de cette demande, ils en ont assez. Ils se disent, mais on n'a pas à nous obliger à faire ceci ou cela, nous sommes médecins, c'est du cas par cas qu'on doit traiter. C'est pas de l'industrie de la maladie, parce que c'est ça un peu de nos jours, le virus, c'est tout ça. J'ai enquêté évidemment sur les origines de ce virus, et si je dévoile ce que je sais, c'est la catastrophe. C'est pas mon but. Mon but, c'est de dire, attention où vous mettez les pieds. Que ce soit les gens qu'on traite de complotistes qui sont radicalement réfractaires, ou les gens qui ne savent pas, qui sont dans le doute et l'incertitude et qui ont peur pour cela, ou les gens qui sont amenés à prendre des décisions, quelles qu'elles soient, collectives ou individuelles. Voilà. Donc moi, j'essaye d'éclairer la chose. Le mieux que je puisse faire, c'est un petit peu comme disait Danton, c'est-à-dire enseigner, éclairer, instruire. Voilà les 3 mots de base que je pense qui sont utiles pour la vie de société. Le reste, c'est du flanc pour moi. Voilà. Autre question. Donc, ça ne sera pas une question, je vais en profiter justement sur ce que tu viens de dire pour confirmer encore une fois en fait que, parce que bien évidemment là, avec la situation, tu ne peux plus dispenser de cours en physique. Donc j'invite bien évidemment... Physiquement, en physique, ça a été une époque de ma vie où j'ai enseigné la physique, mais c'est plus maintenant le cas. Hein. Donc j'invite tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent justement à aller sur le site internet d'Orbis Enigma. C'est très gentil de faire de la pub, mais les trolls la font très bien. Hein. Ça on peut compter sur eux, ça c'est une certitude. Ça ils se donnent du mal, ils perdent leur temps, leur énergie, leur argent et des occasions de s'instruire, mais bon, ça c'est leur problème. Hein. Voilà, je pense qu'ils sont payés pour ça, donc c'est pas... Voilà, chacun travaille pour soi. Alors, donc j'étais interrompu. Oui, mais c'est pas grave. Non, mais je ne suis pas là en train de te culpabiliser, ni moi d'ailleurs, ni personne. Non, mais ça me tenait à cœur justement de bien redire que c'est pas parce que tu ne peux plus faire des cours, donc notamment sur... En effet, il y a combien, je ne sais pas, je crois qu'il y a aux environs de 300 et quelques vidéos disponibles, qu'il y a, je crois, maintenant 123 livrets de 60 pages, sans publicité, sans... Moi, je ne délaye pas ce que je dis, au contraire, j'essaie de concentrer. Ça veut dire qu'il faut, comme dans le film LRDP, décortiquer, le voir, le revoir, etc., suivre, comprendre et tâcher de trouver par soi-même. C'est la meilleure paye, le meilleur salaire, c'est quand on trouve tout seul. D'abord, on sait qu'on n'est pas l'idiot qu'on imagine qu'on est, ou que les choses et les individus essayent de nous faire croire, notamment les médias. Hein. Donc je reprends Hanouna comme modèle. Si tout le monde s'appuie sur le modèle Hanouna, je pense qu'on régresse de 50 à 60 ans. J'ai lu ce qu'il écrit. Ce garçon n'a ni grammaire, ni vocabulaire, ni syntaxe, et la culture, zéro. C'est pas que je m'en prenne à lui. Lui, c'est un modèle parce qu'il est médiatisé. Bien sûr. Je crois qu'il y a d'ailleurs perdu son couple dans cette erreur-là, mais bon, c'est pas grave. On a la même chose de l'autre côté, on a Omar Sy. C'est Omar non, hein, à l'évidence. Au moment où on a dit Arsène Lupin, moi qui connais bien, donc je suis quasiment lupinologue, hein, comme on dit dans le milieu, eh bien, je me suis dit, si on a Omar Sy qui joue Arsène, ça va être quand même dur de s'empêcher de lui demander de jouer Blanche-Neige. On est dans les transgenres pour l'instant, dans les mélanges. Je ne veux pas être excessif, néanmoins, le progrès dans ce domaine, c'est ça. Actuellement, par exemple, le sport féminin se casse la gueule. Il faut prendre l'expression qui va avec. Pourquoi ? Parce qu'il y a des transgenres qui raflent tous les prix. Je m'intéresse beaucoup aux arts martiaux. Peut-être, ça ne se sait pas, mais j'ai beaucoup pratiqué et je pratique encore. Eh bien, dans ce domaine, c'est pareil. Dans le sport MMA féminin, il y a des transgenres qui arrivent et qui cassent le crâne des adversaires. C'est-à-dire qu'ils sont capables, à coups de coude, de casser la boîte crânienne. C'est une catastrophe. C'est vraiment démentiel.
Et on va tolérer ça jusqu'à quand? Ça n'est pas... Je pense qu'il faut faire une troisième catégorie, comme ça ils se détruiront entre eux. Voilà. Bon, pardonne-moi, j'ai encore interrompu le cours de la pensée. Non, mais... Non, mais je n'aime pas faire de la publicité pour moi-même. Le plaidoyer pro domo, c'est-à-dire pour moi, ça ne me convient pas. Je pense que chacun doit choisir selon ses propres critères. Et c'est ça, normalement, l'éducation et l'instruction, ça sert à cela. Mais ça n'est plus le cas maintenant. Non, mais c'est parce que je voulais aussi préciser que, oui, effectivement... il y a autour de toi énormément de trolls, on le sait, depuis... Oui, ça glutine. Ça, voilà, ouais. ça glutine. Mais c'est comme les mouches autour de la crotte. Mais c'est ça, mais il faut Vont-ils dire, mais moi je dis c'est comme les papillons autour de la lumière. Moi je suis bon avec eux, je les traite de papillons. Oui, parce que ça aurait pu être aussi, on aurait pu utiliser... mais c'est surtout qu'il y a aussi autant de personnes qui te suivent, qui te... Oui. Mais qui sont beaucoup plus discrètes. C'est comme en France en politique, hein. On n'entend que les gens qui parlent. Moi, je n'ai pas vocation à m'exprimer sur comment on dirige un pays, etc. Si on me sollicitait, je serais comme le Romain qui était à sa charrue qu'on est venu chercher, hein, etc., pour faire la guerre et la remporter. Voilà. Je sais que c'est possible, mais je ne sollicite rien. Si on a besoin, je suis au service de la collectivité, comme d'une famille, comme d'un village, etc., ou comme d'une communauté agricole ou médicale, etc. J'essaye de transmettre ce que je peux apprendre, d'abord par l'observation, ensuite la méditation, la comparaison et toutes ces choses-là, choses qui ne se font plus. Moi, j'ai gardé la méthode que m'a enseignée mon grand-père, et elle se trouve extrêmement efficace, et ça se montre dans toutes les occasions de la vie. Donc c'est bien. Et quand, pour être précis, quand j'avais 10 ans, 11 ans, du fait de la pauvreté de ma famille, on n'avait pas été nourris correctement. Ce qui fait que l'administration nous avait soustrait à notre famille pour nous proposer, à cette époque c'était encore très bien, des rayons ultraviolets. Parce qu'on avait les os qui ne durcissaient pas et la tête qui ne portait pas. C'est-à-dire, moi quand j'étais tout jeune, j'avais la tête qui ne se tenait pas, qui était grosse, parce que le corps était malingre, etc. Et ça engendrait des problèmes métaboliques qui ont été résolus par mon grand-père et non pas par la médecine. Et mon grand-père, par exemple, me posait des questions. Qu'est-ce que tu crois qui est le plus intelligent dans ta vie? Dès l'âge de 6-7 ans. Voilà. Et quand on a un grand-père qui est très expérimenté, qui sait et qui guide de cette manière qu'on appelle la maïeutique, hein, quand on étudie la philosophie, hein, non pas Socrate, voilà. Eh bien, on devine, après coup, longtemps après, quand on fait notamment des études de philosophie, qu'il a travaillé comme ses anciens à lui. Et une fois, je lui ai demandé, mais d'où il tenait ça? Parce que lui, il avait quitté l'école à 7 ans, il savait lire, écrire et compter, et il savait la liste de toutes les préfectures et sous-préfectures en France. Mais c'est tout. Mais il était d'une culture très considérable. Je ne l'ai jamais pris en défaut sur quoi que ce soit, parce qu'il m'a dit, le temps de reste dans une journée, quand tu l'as bien rempli, fais-toi plaisir, va lire quelques pages dans le dictionnaire. Je me rappelle d'une chose qui m'était arrivée en classe, où la prof de français était vexée parce que j'ai fait une remarque. J'étais très subversif. Je crois que je suis un peu resté comme ça, mais c'est normal. Donc, elle m'avait dit, compte tenu de ce que j'avais écrit dans une rédaction, elle disait que les capsules spatiales ne volaient pas de conserve, mais de conserve. J'ai dit, madame, vous racontez n'importe quoi. Donc c'était un peu agressif, en effet. Elle m'a dit, quoi, comment, quoi? Alors, allez voir sur le dictionnaire. J'ai dit, vous racontez de nouveau n'importe quoi, il faut aller voir dans le dictionnaire. Je me suis fait virer une semaine quand même. Je pense que c'est excessif, mais tous ceux qui m'ont entendu ont pensé que c'était moi qui étais dans le vrai. On doit pouvoir dire les choses en classe comme ailleurs. Sûr que la manière de s'y prendre n'est pas la meilleure, mais c'est comme ça. La vérité, c'est qu'il faut être honnête. Pour moi, je vais rappeler certaines choses que j'ai trouvées en Égypte quand j'y étais assez souvent. Il y a ce qu'on appelle les anaglyphes, c'est-à-dire des formulations littéralement mathématiques de choses qui relèvent de la vie morale, philosophique et de l'existence. J'en ai cité tout à l'heure, puisque quand je parlais des Imhotep, ça fait partie des anaglyphes. Or, ça s'exprime comme une équation. Équation, ça veut dire égal de part et d'autre d'un signe. Donc, ça sous-entend une autre chose, mais je ne le dirai pas cette fois-ci, ça attendra bien plus tard. Et donc, dans une équation,
on doit dire que la connaissance d'un instituteur, d'un professeur, d'un enseignant en général, doit être supérieure, mais légèrement, à la masse de ses élèves. C'est sur ce principe qu'avaient été faites les écoles à l'époque de Jules Ferry. Hein. Maintenant, on en est à n'importe quoi, n'importe comment. J'ai eu, moi, à m'occuper d'écoles où il y avait 80% d'étrangers. Et je ne suis pas en train d'être xénophobe, machin, truc. Non, c'est ingérable. Ça n'est pas possible. On ne peut pas expliquer. On n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie pour expliquer. Donc, qu'il y ait beaucoup de suicides parmi les enseignants, ça, c'est la résultante de cette bêtise qui fait qu'on mélange tout. Alors, sur le principe qu'on serait tous égaux en droit, on se retrouve à faire n'importe quoi, n'importe comment. Donc, mon propos, c'est ça. Mon grand-père me disait, tu sais, la vie sociale, elle tient sur 2 colonnes franc-maçonniques. Mais il ne faut pas aller chez les francs-maçons, ils ne savent rien. Donc, alors je lui demandais pourquoi, il me dit, parce que les anciens disent que la vie sociale, elle émane de la vie morale, de chacun et de tous. Et ce qu'il y a de bien dans la morale, c'est que si c'est valable tout le temps et partout. C'est-à-dire, tu ne tueras point, c'est ce qu'on trouve dans le décalogue de la Bible, c'est-à-dire, tu ne tueras point, quelle que soit la raison, un médecin ne peut pas tuer par un vaccin. Ni un pharmacien, par personne interposée, ne doit tuer, etc. Donc il dit, à part ça, le reste, ça fait que quand on a ça ensemble, on voit 2 choses apparaître. La première, c'est la confiance, et l'autre qui va avec, et qu'on ne peut pas séparer, c'est le respect. Voilà. Là où il n'y a pas respect ni confiance, il n'y a pas de vie sociale. Cette chose-là, on la voit actuellement. Il n'y a ni respect de la part du gouvernement à l'égard des gouvernés, et il n'y a pas de confiance des gouvernés pour les gouvernants. Et donc, c'est en train de se déliter. Pour dire, les 2 colonnes des francs-maçons sont en train de se casser la gueule, comme l'avait fait, par exemple, ce monsieur auquel on avait coupé les cheveux, hein, Samson. Mais sans son masque, c'est cher, c'est 135 €. Donc, je reviens sur la chose, ces 2 colonnes, eh bien, elles sont en train de s'écrouler. Et c'est assez rigolo de constater que, quand il y avait les gilets jaunes dans la rue, ils se faisaient tabasser, piétiner, cracher dessus, insulter, humilier de tous les... On n'entendait ni la franc-maçonnerie, ni d'autres communautés. C'est bizarre, ce qui les désigne à l'attention des gens, puisque petit à petit ils se disent, tiens, ça arrive à la conscience, ça se décante, ça remonte. Et au bout d'un moment, ils vont faire comme à certaines époques, notamment à l'époque de l'affaire Dreyfus. C'est parce qu'il y avait des passe-droits dans tous les coins, etc., que ça a paru bizarre qu'un polytechnicien de cette qualité aille donner du renseignement, etc. Donc c'est une affaire tordue à la base. Parce que aussi bien le gouvernement ne sait pas qui est le peuple, aussi bien le peuple n'arrive pas à savoir quel est le gouvernement. Et là, on est dans une situation d'ignorance. Là où il y a ignorance, il y a maladie sociale, il y a maladie individuelle, et de toute façon, personne n'y gagne. C'est impossible. Le gouvernement ne l'emportera pas. Le projet de mondialisation, non. Le mondialisme, parce qu'il s'agit de ça, la mondialisation, c'est naturel, c'est du mondialisme, c'est-à-dire c'est une idéologie. Par exemple, si je dois disserter sur pourquoi on m'appelle complotiste alors que moi je me dis réfractaire, c'est que les complotistes que nous sommes en réalité réfractaires sans idéologie, alors que ceux qui nous attaquent, les trolls, ce sont des idéologues. Et pour cela, ils perdront. On voit ce qui est advenu au Parti communiste russe, soviétique, on voit ce qui arrive chez les Chinois. Chez les Chinois, par exemple, il y a une guerre qui n'est pas dite dans les médias. Il y a le Parti communiste chinois qui est farci, c'est-à-dire avec des gens qui veulent faire la guerre à tout le monde en même temps, Il faut savoir quand même que les Chinois ont augmenté leur budget de guerre de 558 milliards de dollars. Et c'est pareil pour Joe Biden, il est en train de monter encore, puisque c'est plus du double. Donc on voit qu'il y a des gens qui veulent faire la guerre avec l'argent. C'est pourquoi, quand on sort, on a 135 euros, parce que ça va là-dedans. Regardez où va la dette. Essayez de comprendre ce que c'est que la dette. La dette, c'est de l'argent qui n'existe pas, mais qu'on fabrique. Et le reste, on se débrouille. Il y a une masse monétaire. En France, la masse monétaire est réduite artificiellement pour compresser l'efficacité économique. Moi, par exemple, qui ai connu pendant quelques années un prix Nobel qui était un très bon physicien par ailleurs, selon mes critères, un prix Nobel d'économie, donc Monsieur Halley, Maurice, eh bien, c'était bien parce que là où j'ai habité, on était à 500 mètres l'un de... voilà, bon.
peu importe. Eh bien, lui, il disait, pour l'instant, il n'y a pas d'économie théorique possible, parce qu'il y a 2 raisons à cela, et que je partageais, puisque j'en avais parlé avec lui assez longtemps. Alors lui, c'était un fondu d'Atlantide, faut le savoir. On a parlé quelquefois 5 heures d'affilée, il me disait, mais vous avez trouvé ça où est-ce... Enfin bon... Alors, il est mort centenaire comme Chevreul d'ailleurs. Et donc, la chose est la suivante, c'est que la chose, vraiment, si on voulait faire de l'économie, on ne s'y prendrait pas du tout de la même manière. Ce serait comme la physique de l'économie théorique, ce sur quoi on doit pointer son attention pour obtenir tel résultat. Moi, par exemple, quand j'étais jeune, il y a longtemps, je devais, parce que j'avais un très bon exemple, le meilleur ami de ma famille, c'était un architecte. Il était très drôle, il avait toujours du temps pour lui, etc. Il roulait dans une voiture de sport, il était tout le temps plus ou moins en voyage, en vacances, etc. Il s'était fait sa maison lui-même, sa piscine lui-même, son jardin lui-même, etc. Et j'avais pensé à cela en disant, mais pourquoi je ne serais pas architecte ? Mais ce n'était pas du tout en termes de richesse que ça m'avait intéressé, c'était en termes de possibilité de faire des appartements, des maisons qui soient en accord avec la nature, pour justement qu'il n'y ait pas cette séparation. Et cette chose-là, je n'ai pas pu la faire, et les clapiers sont là pour dire que c'est pas possible de continuer comme ça, et ça se voit, socialement c'est impossible. Et donc il faut réintégrer de la nature, parce que quoi qu'on pense, l'homme, il est issu de la nature, c'est sa mère, c'est son berceau, et ce sera sa tombe, quoi qu'il pense, quoi qu'il fasse, la nature l'emporte toujours. Ça, c'est aussi les propos de mon grand-père. Et donc, moi, mon rêve, c'était de dire, je vais orienter la maison en fonction du vent, des courants aériens principaux, du soleil et tout ça, et voir s'il est possible d'aménager, c'est-à-dire urbaniser, intelligemment l'ensemble, de sorte qu'on garantisse à la fois contre les problèmes d'escalier pour les gens handicapés, les vieillards et tout ça, qu'on puisse ne pas tomber quand il y a du gel. Donc je pensais en ces termes, pas du tout en termes de gros sous. Et de pot de vin. Ça, c'est répandu. Donc, mais avec mes découvertes en égyptologie et en mathématiques, parce que c'était ça qui était assez intéressant, quand je suis arrivé à faire la chose sur les grandes pyramides, je suis parti d'un a priori mathématique et architectural. On m'a dit, quel est le métier que vous voudriez faire? Je n'avais pas d'idée spécifique. J'ai dit, si je suis maintenant en architecture, voilà, comme je dessine toujours bien, et que j'étais bon en maths, je me suis dit, ça c'est la manière de faire les choses. Et j'ai recherché le plus ancien édifice sur la Terre, digne de ce nom, et que j'ai remarqué immédiatement qu'il n'y avait aucun ouvrage là-dessus. Donc là, il y avait quand même... Et après, malheureusement, je suis tombé sur le bouquin de Jean-Pierre Adam. Mais personne ne sait que Jean-Pierre Adam, il était à l'Union rationaliste dès le début de son existence. À 15 ans, ou quelque chose comme ça, qu'il a fait des bouquins à cet âge-là qui sont farcis d'erreurs en maths. Et c'est ça qui a attiré mon attention. À croire que la nature m'a mis le nez dans son bouquin pour le rectifier ultérieurement. Et il le sait très bien, parce que c'est un menteur, c'est un corrompu. Il est obligé, il défend une idéologie. Or, il devrait savoir philosophiquement que la vérité se balade partout, qu'il y a une quantité variable de vérité ici et là, et qu'il est très rare d'avoir une vérité complète, sauf si elle est passée par l'expérience. Et ça, mon grand-père m'a dit, tu dois tout passer par l'expérience, tout. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je m'entraîne à être homosexuel, c'est pas ma nature. J'ai pas besoin d'expérimenter ça pour savoir que je suis heureux en ménage avec ma femme, que je suis même, je peux dire, depuis mon mariage, extrêmement content du résultat. Évidemment, de temps en temps, il y a des frictions, mais ça fait passer le temps. Oui, mais c'est normal. Voilà. Oui, exactement, c'est comme la pluie et le beau temps. Donc, je crois qu'on arrive vers la dernière question. Ça y est, c'est la dernière. Oui, effectivement, écoute, moi je vais te remercier tout d'abord de... Non, pas de feuilletage. Je suis à votre disposition. Moi feuilleter, mais t'as vu ça? Tu as mangé des haricots, c'est pour ça? Non, mais c'est normal de dire D'accord, merci. Allez, passe à l'essentiel, je crois que ça peut être la dernière question. Écoute, dernière question, quel conseil me donnerais-tu, d'accord, pour pouvoir avancer sereinement dans la vie d'aujourd'hui? Je vais reprendre ce que j'ai expliqué tout à l'heure. D'abord, il faut, pour avoir une bonne santé morale, il faut une bonne santé physique, parce que somatopsychisme et
psychosomatisme, c'est la même chose, c'est une même roue. Si on est en bonne santé, la santé, c'est qu'on ne pense pas à son corps, il ne nous fait pas mal, il ne nous gêne pas dans ses fonctions ordinaires, c'est ça la santé. C'est un équilibre qu'on appelle homéostasie, c'est-à-dire c'est des hauts, des bas, mais c'est suffisamment tranquille parce qu'on est adapté au cursus temporel et biologique, tout va bien. Si on mange mal, les résultats se feront sentir tôt ou tard. Je le dis, je le répète, on devient ce qu'on mange. C'est pas moi qui le dis. C'est 5 siècles avant notre ère, hein, et c'est Hippocrate qui dit « Fais attention à ce que tu manges et surtout aux âges. » Parce qu'en réalité, toutes nos capacités se dégradent avec l'âge. Et on voit que, bizarrement, il y a des gens qui bouffent comme des gorées et qui durent longtemps, une vie, au-delà de 90 ans, sans aucun problème. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Donc c'est se connaître qui vient après. C'est dans l'ordre de ce que tu m'as posé comme question. C'est toujours le même ordre. Le temps que tu peux passer à te connaître, c'est pas au regard social des autres, mais comment toi tu réagis à ceci et cela. Parce que c'est ça la vérité. C'est comment toi tu réagis. C'est pas comme la masse réagit. Hein? Donc ne pas se tromper là-dessus. Il faut... C'est d'ailleurs une des caractéristiques du français, c'est pour ça qu'il va l'emporter, c'est qu'il est individualiste par nature. On lui appuie dessus, il se rétracte jusqu'à être dur de manière impossible à entamer. Et je sais qu'il y a des gens qui sont comme ça. Les jeunes ne sont pas éduqués de cette manière, c'est pourquoi on a cassé l'éducation. J'avais expliqué d'ailleurs qu'avant on appelait ça l'instruction publique. Ça voulait dire que instruire, c'est la charge des enseignants, et non pas éduquer. Et maintenant, en revanche, on appelle ça éducation nationale. Nationale, c'est raciste. On peut instruire tout le monde. C'est ce que fait d'ailleurs le catholicisme romain. Il s'appelle catholique parce que ça veut dire universel. Il se fiche de savoir si machin est irakien, perse, égyptien, musulman, hindou. Il s'en fiche. Il dit, tu es chez toi, c'est la maison de Dieu, on t'accueille. Respecte-la, c'est tout. Hein? Le reste, c'est du blabla. Hein? Ce qu'il faut, c'est pouvoir à tout moment se retrouver dans une ambiance de sérénité où on peut reprendre pied, etc. Ça, c'est la troisième chose. C'est-à-dire, quand tu penses que tout va mal, arrête-toi, va faire une promenade, reprends pied dans la nature, va nager, va courir avec tes copains et tout ça, et coupe les ponts avec le psychisme et la vie qu'on t'impose. C'est-à-dire, redeviens toi-même en quelque sorte. Tu lis les choses, elles ne doivent pas t'impressionner. Tu vois les choses à la télévision. Je suis désolé de devoir dire ça, mais quand on est gamin, 7 heures par exemple dans l'école, et que le soir on regarde la télé avec les parents, on a droit à deux choses. Soit les parents interdisent la télé, parce que c'est trop violent, trop sexué, etc. Soit on regarde et de toute façon on en prend plein la figure, on ne sait plus ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. C'est une volonté de guerre, ça aussi. Donc le gamin, il prend grosso modo 7 heures de vague instruction, puisque c'est fait à l'emporte-pièce, et après il se prend au moins 1 heure à 2 heures de meurtre, d'assassinat, où on se tape dessus, on s'étrangle, on s'étripe, etc. Qu'est-ce qu'il peut faire de cela qui puisse construire son existence? Rien, donc on ne s'étonne pas. Par exemple, recevoir des politiciens des injures que le peuple digère comme il peut, à savoir vous êtes inculte, il faut voir comme Macron parle par ailleurs. Moi je serais dans la foule, je ne sais pas s'il en ressortirait dialectiquement vivant. Il est venu dans mon quartier d'ailleurs il y a 1 semaine et demie environ, il s'est fait invectiver et au lieu de répondre à ce qu'on lui demandait, que le peuple légitimement doit pouvoir demander à tout le monde, c'est ça aussi la Constitution, il a répondu « je ne suis pas là pour supporter vos humeurs », un truc comme ça. Donc on voit bien la dimension du personnage. Et quand je le vois regarder le buste de Napoléon, j'ai peur pour les Français. Il est complètement à la masse, hein. Complètement hors sol, comme disent certains avec justesse. Voilà. Donc je reviendrai maintenant pour faire une 4e remarque. Il faut être patient avec les imbéciles. Prenez exemple sur moi, ça fait 20 ans que je suis trollisé, et je ne suis pas le seul, hein. Moi je suis la cible principale, mais je pense qu'ils ont dû comprendre que je suis monolithique, indestructible. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. J'ai fait mes comptes, parce que j'ai répondu hier à quelqu'un qui était plutôt insolent, dont je me fiche absolument, que depuis que j'ai été attaqué, je crois qu'il y en a eu 8 qui sont allés à l'hôpital en mauvais état, hein, dont 2 qui étaient équipés de barres de fer,
Et je pense que c'est assez dissuasif, puisque la deuxième fois, il y en avait 5. Il y en avait un qui était bien plus grand que moi, une tête de plus. Il y avait 2 à peu près de ma taille et 2 un peu plus que ça. Et ça a été tellement rapide que, voilà. La seule chose qui a été gênante pour moi, c'est qu'ils ont eu le temps de me pousser et de me faire tomber. Mais avant cela, ils étaient hors service. Donc il y a 2 têtes contre le mur, 2 têtes l'une contre l'autre, et 2 coups de boule chez le géant. Et ça a laissé du sang et des morceaux de dents par terre. Et la police m'a dit, mais vous êtes blessé? J'ai dit non, pas moi. Mais vous êtes sûr qu'ils étaient 5? Ah bah oui, ça fait... Et c'était une situation très vicieuse. En réalité, j'étais dans un couloir étroit et avec des escaliers à proximité. Et j'ai tout de suite compris qu'on voulait me faire du mal, me jeter dans les escaliers, me sauter dessus, c'était terminé. On aurait dit, bah, il est tombé les escaliers, et puis c'était tout, voilà. Il suffisait de partir. Mais donc... Et ces gens-là m'ont menacé après. Ils sont venus, ils ont parlé en disant où il est l'autre, etc. Mais en réalité, ils ne sont jamais venus à la confrontation de nouveau. Et ils n'auraient pas compris. Quelqu'un de mon âge qui affronte 5 personnes, c'est quelque chose qui n'est même pas imaginable. Mais ils ne savent pas que sur 66 ans, il y a quand même 55 ans de pratique. Ça ne s'invente pas. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Donc on va pouvoir ironiser, mais moi je sais où je suis et ce que je peux faire. Et je sais comment m'y prendre dans d'autres situations qui ne sont pas seulement physiques ou armées, mais psychologiques, etc. Voilà. Je répète quand même que j'ai 22 ans d'un apprentissage extrêmement serré. Pour ceux qui savent, c'est 2 ans à Saint-Mexan, ensuite 5 ans de formation Bon, on s'en fiche. Est-ce que ça peut suffire pour une fin de journée? On dit au revoir à tout le monde et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Voilà. Alors, maintenez-vous en bonne santé physique, morale, c'est-à-dire manger le mieux possible. C'est l'occasion de changer d'habitude en réfléchissant, en disant à la source, est-ce que vraiment je nourris mon corps comme il le mérite, compte tenu des efforts que je suis tenu de faire. Voilà. Très bien. Eh bien, écoute, je pense que tu as eu le mot de la fin au final. Ben oui, quand on a faim, il faut manger. Hein. Exactement, ça va être Eh bien, d'ailleurs. Exactement, une faim de... Voilà. Voilà, merci beaucoup. Non, merci à toi, puisque c'est très agréable de se mettre dans le bain de la vie commune. Hein. Moi, quand je travaille, je ne pense pas à ça. Mais je prends du temps, je prends au moins 2 heures à 3 heures par jour. Voilà. Mais pour dire la vérité, c'est pour ceux qui écoutent, j'ai des relations extrêmement étroites avec certains gouvernements. Et je sais des choses et que quand on est dans une situation de guerre, la stratégie exige qu'on ne parle pas. Si on parle, c'est pour intoxiquer, donc je ne dirai rien. Voilà, bon. Très bien. En tous les cas, merci à toi. De rien. Et puis alors, je ne sais pas où ça passera sur Internet, mais j'espère que, voilà, que je n'ai pas dit trop de choses. Voilà. Non. En termes de contenu, mais en termes de forme. Oui, mais ça, après, on te connaît. Oh, bon, voilà, c'est ça. Voilà, c'est pas, ce serait pas Jacques. Si, Voilà. Alors, on va pouvoir me cataloguer comme un idiot utile, ça suffira amplement. Voilà, parfait. Allez, goose die, comme disent les Anglais. Bonne fin de journée. Merci bien. À bientôt. Voilà. Et merci à l'opérateur, là-bas. Au revoir.